Un riche homme d'affaires se moquait d'une passagère dans l'avion, jusqu'à ce qu'une annonce inattendue du commandant de bord dévoile la véritable identité de cette femme. Nous avons payé pour voyager en première classe, pas pour partager notre espace avec une garderie, lança Richard Blackstone d'un ton méprisant. Sa montre en or étincelait, alors qu'il pointait du doigt la femme noire assise juste devant lui. Un rire moqueur s'échappa de sa bouche, résonnant dans la cabine, aussitôt suivi de murmures approbateurs de la part d'autres passagers aisés. Diana Thompson, 34 ans, gardait son calme. Son petit garçon de 5 ans dormait paisiblement sur ses genoux. Elle faisait mine d'ignorer les remarques acerbes, mais ses doigts se crispaient autour de la poignée de son sac en cuir usé. À l'intérieur, elle conservait quelque chose qui allait bouleverser le cours de ce vol. Richard ignorait complètement qu'il s'en prenait à la mauvaise personne. Habitué à obtenir tout ce qu'il désirait par l'argent et l'arrogance, il était le PDG de Blackstone Industries, une entreprise spécialisée dans l'extraction minière sur le continent africain. Depuis des décennies, il traitait les gens comme des pions interchangeables. À 52 ans, il se croyait intouchable. « Regarde son fils », chuchota Melissa, son assistante personnelle, en montrant l'enfant jouant avec un petit avion miniature. « Je suis certaine qu'il n'a même pas de père. Ces femmes voyagent toujours seules. » Diana inspira profondément, croisant brièvement le regard de Richard dans le reflet du hublot. Il ne le remarqua pas, mais elle esquissa un sourire chargé de secrets. « Hôtesse !» appela soudain Richard en claquant des doigts. « Ne devriez-vous pas vérifier que ces passagers sont bien à leur place ? Je suis convaincue qu'il y a eu une erreur. » Mal à l'aise, l'hôtesse s'approcha de Diana. « Madame, pourrais-je voir votre billet, s'il vous plaît ?» Diana ouvrit calmement son sac et, en sortant son billet, laissa volontairement glisser une pièce d'identité officielle que seule l'hôtesse eut le temps d'apercevoir. Les yeux de cette dernière s'agrandirent de stupeur. « Tout est en ordre, monsieur Blackstone », répondit-elle sèchement avant de tourner les talons avec une expression que Richard ne sut déchiffrer. Diana installa doucement son fils sur ses genoux et lui murmura « Bientôt, mon trésor. Maman attend juste le bon moment. » Ce que personne ne savait, c'est que Diana Thompson n'était pas une passagère ordinaire. Depuis 3 ans, elle enquêtait en toute discrétion sur les activités illégales de Blackstone Industries en République démocratique du Congo. Les preuves qu'elle avait réunies étaient soigneusement stockées sur son ordinateur portable. Photos, documents, enregistrements d'appels interceptés. Mais le plus précieux restait gravé dans sa mémoire. L'emplacement exact des mines clandestines et les noms des complices chargés de garder le secret. Pendant ce temps, Richard poursuivait ses remarques racistes, ignorant qu'un petit appareil, dissimulé dans le sac de Diana, enregistrait chacune de ses paroles. « Je parie qu'elle est femme de ménage », dit Melissa assez fort pour que Diana entende. « C'est fou comme certains arrivent à économiser juste pour faire illusion. » Diana ferma brièvement les yeux. Dans l'obscurité de ses pensées, elle revit le visage de Joseph Moamba, le leader communautaire assassiné après avoir tenté d'exposer les crimes de Blackstone. Elle s'était promis que sa mort ne resterait pas vaine. Le pilote de l'appareil, Tom Mitchell, était un ancien militaire, expert des missions sensibles. Ce que Richard ignorait également, c'est que Tom et Diana collaboraient depuis des années. Ce vol avait été planifié dans les moindres détails. Alors que Richard continuait de l'humilier publiquement, Diana regardait par le hublot et pensait calmement. « Continue de rire, Richard. Tu découvriras bientôt qui tient vraiment les rênes de cette partie. Si vous avez déjà été jugé en raison de votre apparence ou de vos origines, vous savez que parfois, le silence est plus puissant que les mots. Les actions, elles, peuvent tout renverser. Ne manquez pas la suite de cette histoire. Abonnez-vous pour découvrir comment une femme que l'on croyait insignifiante a transformé une humiliation en la chute d'un empire. » Les 3 heures suivantes furent un calvaire pour Diana. Richard Blackstone ne se contentait pas de l'insulter, il voulait la briser. « Melissa, appelle la sécurité de l'aéroport de Miami », dit-il haut et fort en manipulant son téléphone. « Je veux qu'il vérifie cette femme dès notre arrivée. J'ai le pressentiment qu'elle n'a rien à faire ici. » Le cœur de Diana s'accéléra, mais elle garda un visage impassible tout en berçant son fils endormi. Chaque mot prononcé par Richard était enregistré, mais elle savait qu'il lui faudrait plus. Beaucoup plus. « Monsieur Blackstone ?» dit soudain l'hôtesse, nerveuse. « Le commandant de bord souhaite vous voir dans le cockpit. » Richard afficha un sourire satisfait. « Il veut sûrement me remercier de ma fidélité à cette compagnie, » lança-t-il en se levant et en ajustant son costume à plusieurs milliers de dollars. « Melissa, garde un œil sur notre petite amie. Pas question qu'elle nous fasse une scène. » Alors qu'il s'éloignait dans l'allée, Diana ferma à nouveau les yeux. Elle revit Joseph Moamba. Il avait été retrouvé mort dans un fossé, non loin des mines illégales de Blackstone Industries,
3 jours après lui avoir transmis les premières preuves des crimes sociaux et environnementaux de l'entreprise. Il laissait derrière lui une épouse et 2 enfants, du même âge que son fils. « Tu crois qu'il va lui causer des problèmes ?» murmura une passagère à une autre, observant Diana avec une curiosité mêlée de jugement. Mélissa eut un sourire en coin. Richard obtient toujours ce qu'il veut. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Diana connaissait Richard Blackstone mieux que lui-même. En 3 ans, elle avait infiltré son réseau, recruté des informateurs, capté des conversations, photographié des documents classés confidentiels et documenté avec précision chaque crime de son empire industriel en Afrique centrale. Mais pour Diana, cette enquête ne se limitait pas à une simple mission professionnelle. Elle avait une résonance profondément personnelle. Discrètement, elle alluma son téléphone et fit défiler ses photos jusqu'à tomber sur une vieille image. Elle, à 22 ans, dans les bras de Joseph Mo, lors d'une mission humanitaire à Kinshasa. Ils avaient vécu une histoire d'amour pendant 2 ans, avant que leurs carrières respectives et leurs origines différentes ne les séparent. La mort brutale de Joseph ne lui avait pas seulement fait perdre une source précieuse d'informations. Elle avait aussi perdu le premier homme qu'elle ait jamais aimé. Un amour qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. Quand Richard réapparut depuis le cockpit, son visage trahissait une colère mal contenue. Le pilote avait refusé de divulguer des informations sur les passagers, invoquant les protocoles stricts de sécurité. Incroyable, ces gens se couvrent toujours entre eux, marmonna-t-il en se laissant tomber lourdement sur son siège. À cet instant, Diana prit une décision risquée. Elle allait le pousser à parler, à se trahir lui-même. Elle devait le conduire à faire des révélations compromettantes sur ses activités en Afrique. « Pardonnez-moi de vous interrompre », dit-elle d'une voix calme en se tournant pour la première fois vers lui. « Il paraît que vous avez des affaires en République démocratique du Congo. Ce doit être fascinant comme environnement de travail. » Richard la fixa, visiblement surpris. C'était la première fois qu'elle lui adressait la parole. « Tiens donc, vous savez parler ?» lança-t-il d'un ton moqueur. « Et que pourrait bien savoir une femme comme vous sur les affaires internationales ?» Diana inclina légèrement la tête. « J'ai lu quelques articles concernant les conditions de travail sur place. J'imagine que ce n'est pas simple de gérer autant de contraintes locales, tout en respectant les normes environnementales et sociales. » Elle venait de tendre un piège parfait. Richard, qui adorait se vanter de ses connaissances, surtout devant ceux qu'il méprisait, ne pouvait résister. « Les réglementations ?» s'esclaffa-t-il. « Vous n'avez clairement aucune idée de comment fonctionne le vrai monde. Ces gens ont besoin d'un emploi. Sans mes mines, ils crèveraient de faim. » « C'est vrai, » répondit-elle d'un air innocent. « J'imagine qu'il faut parfois prendre quelques libertés avec les lois locales pour que tout tourne. » Richard se pencha vers elle, flatté par l'attention. « Liberté, ma chère, là-bas, l'unique langue qui compte, c'est l'argent. Les autorités locales savent très bien comment parler affaires. » Mélissa tenta d'intervenir. « Richard, ce n'est peut-être pas le moment. » Il la balaya d'un geste impatient. « Ne t'en fais pas. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Poursuivre en justice une multinationale? » Il ricana méchamment. Et puis, qui croirait sa parole contre la mienne? Diana esquissa un sourire discret. Oui, en effet, qui la croirait? Son enregistreur, soigneusement dissimulé dans son sac à main, captait chaque mot. Chaque aveu de corruption, chaque preuve de mépris des lois internationales. Mais Diana savait qu'il lui fallait encore plus. Il ne suffisait pas de le faire tomber pour ses crimes économiques. Elle voulait aussi le faire payer pour la mort de Joseph. « J'imagine qu'il y a parfois des « obstacles humains au progrès ?» demanda-t-elle, faussement candide. Richard hocha la tête avec arrogance. « Il y en a toujours. Des types qui s'opposent au développement. Mais, disons, ces obstacles finissent généralement par disparaître, d'une manière ou d'une autre. » Un silence glacé suivit cette déclaration. Diana sentit un frisson lui parcourir l'échine. Richard venait à peine de suggérer son implication dans l'assassinat de Joseph Mamba. Dans le cockpit, pendant ce temps, le pilote Tom Mitchell vérifiait discrètement les systèmes de communication. Tout ce qui se disait dans la cabine était retransmis en direct au bureau du procureur international pour les crimes contre l'humanité, basé à La Haye. Diana posa tendrement son fils sur ses genoux et lui chuchota. « Papa Joseph serait tellement fier de toi, mon cœur. » Richard, lui, ne se rendait compte de rien. Pourtant, plusieurs passagers avaient commencé à prêter attention à la conversation. Ses propos arrogants sur les pots de vin et l'élimination des obstacles étaient entendus par une cabine pleine de témoins. Mot après mot, aveu après aveu, Richard creusait sa propre tombe.
Diana regarda à travers le hublot, estimant mentalement le temps restant avant l'atterrissage. Dans son sac, en plus du micro, se trouvait une enveloppe scellée contenant des photos que Richard Blackstone n'aurait jamais imaginé voir exposées. Parmi elles, une image bouleversante. Joseph Mamba, roué de coups par les agents de sécurité de Blackstone Industries, la veille de sa mort. Ce que Richard ignorait, c'est que chaque insulte, chaque mot empreint de mépris, chaque déclaration imprudente était méthodiquement consignée par une femme qui avait passé 3 ans à orchestrer ce moment précis. Une femme déterminée à obtenir non seulement justice, mais aussi réparation pour l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Ce que Richard Blackstone ne savait pas non plus, c'est que ces paroles étaient diffusées en temps réel sur 3 continents. Alors qu'il continuait à se vanter de ses opérations illégales en Afrique centrale, Diana vérifia discrètement le bon fonctionnement du petit émetteur dans son sac, s'assurant que la qualité audio restait parfaite. Dans le cockpit, Tom Mitchell n'était pas qu'un pilote. C'était aussi un ancien agent de la CIA, avec 15 ans d'expérience dans des missions secrètes à l'international. Sa collaboration avec Diana avait commencé 4 ans plus tôt, lorsqu'elle avait eu besoin d'un complice capable d'accéder à certains trajets aériens pour suivre les mouvements de Blackstone Industries. Ce partenariat professionnel s'était transformé, avec le temps, en une solide amitié, renforcée par le chagrin commun de la perte de Joseph. Ici Blue Hawk, murmura Tom dans son micro, utilisant le nom des codes prévus pour l'opération. La cible commence à livrer ses aveux. Transmission claire vers tous les récepteurs à La Haye. Au siège de la Cour pénale internationale, la procureure adjointe, le docteur Ingrid Larsson, observait 3 écrans en simultané. L'un diffusait l'audio en direct depuis l'avion, un autre affichait les documents déjà rassemblés contre Blackstone Industries, et le 3e présentait des images des victimes congolaises, dont Joseph Mamba. Elle se tourna vers son équipe et demanda calmement. « Avons-nous suffisamment d'éléments pour lancer un mandat international d'arrestation ? En avons-nous assez pour l'inculper ?» demanda le docteur James Crawford, assistant de la procureure et expert en criminalité économique. « Presque, » répondit calmement la docteure Ingrid Larsson en réajustant ses écouteurs. « Il nous faut un aveu formel de son implication dans les assassinats. Les preuves circonstancielles sont solides, mais pour qualifier ces actes de crime contre l'humanité, il nous faut une confession explicite. » Pendant ce temps, à Kinshasa, dans un centre de surveillance sécurisé mis en place par l'ONG Human Rights International, Amara, la veuve de Joseph Mamba, regardait la retransmission en direct. Elle tenait ses 2 enfants, âgés de 8 et 6 ans, endormis contre elle, pendant qu'elle écoutait la voix de l'homme qui avait brisé sa famille. « Elle y est presque », murmura Amara au coordinateur local, Marcus Akafor. Joseph serait fier. Dans l'avion, Diana sentait que le moment approchait. Les révélations sur la corruption et les pots de vin étaient déjà accablantes, mais elle devait pousser Richard à admettre qu'il avait eu connaissance, ou même participé, au meurtre des chefs communautaires. « Ce doit être frustrant », lança-t-elle d'un ton détaché, quand des leaders locaux s'opposent obstinément à vos projets de développement. Richard se pencha en avant, comme attiré par sa propre arrogance. « Frustrant ?» Il ricana avec amertume. « Ma chère, tu n'imagines pas à quel point ces gens peuvent être bornés. Ils ne comprennent tout simplement pas qu'ils s'opposent à un progrès inévitable. » Mélissa tenta de l'interrompre une nouvelle fois. « Richard, peut-être qu'on devrait se concentrer sur notre réunion à Miami. »« Détends-toi, » répondit-il sèchement. « Cette femme est en train de recevoir une leçon gratuite sur le fonctionnement réel du monde. » Puis, se tournant vers Diana avec un sourire narquois. « J'ai déjà vu passer des dizaines d'activistes comme vous. Plein d'idéaux, mais complètement déconnectés des réalités économiques. J'imagine que certains vous donnent plus de fil à retordre que d'autres, » répondit Diana d'un ton feintement intéressé. « Oh, absolument, » répondit-il, inconscient du piège qui se refermait sur lui. « Je me souviens d'un cas en particulier, il y a 3 ans. Un jeune homme. Comment s'appelait-il, déjà ? Joseph. Joseph quelque chose. Mamba, peut-être ? » Le cœur de Diana s'emballa, mais son visage resta impassible. Elle savait qu'elle était sur le point d'obtenir la confession qu'elle attendait depuis des années. « Et que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle, d'une voix douce mais ferme. Richard haussa les épaules avec un détachement glacial. « Disons que les problèmes finissent souvent par se régler d'eux-mêmes quand on a les bons contacts. Notre chef de la sécurité sur place, un ancien militaire plutôt persuasif, a eu une petite discussion avec le jeune homme. Malheureusement, Joseph ne savait pas quand arrêter de poser les mauvaises questions. Les mots flottèrent un instant dans le silence, comme une lame suspendue dans l'air. Diana sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à rester de marbre. Dans son sac, le micro-enregistreur captait chaque mot. Richard venait de confesser son rôle dans la mort de Joseph Mamba.
Dans le cockpit, Tom Mitchell intercepta la transmission et activa immédiatement le protocole prioritaire. Contrôle ici Blue Hawk. Nous avons une confession directe de meurtre. Je répète, aveu formel concernant l'assassinat de Joseph Mamba, le 27 mars, il y a 3 ans. À La Haye, la docteure Larson se leva de son fauteuil. Émettez immédiatement le mandat d'arrêt international. Coordonnez-vous avec les autorités de l'aéroport de Miami. Il doit être intercepté dès sa descente de l'avion. Et pendant ce temps, dans la cabine, Richard continuait de parler, ignorant qu'il s'enfonçait à chaque mot. Ce qui me fait rire, dit-il en ricanant, c'est que ces militants se prennent toujours pour des héros. Ils croient qu'ils peuvent changer le monde avec leurs banderoles et leurs discours. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont que des cailloux sur la route des hommes comme moi. Des hommes avec une vision. Comme Joseph. Demanda Diana, sa voix toujours posée, mais teintée d'une intensité nouvelle qui fit tourner plusieurs têtes autour d'eux. Exactement, répondit Richard avec un sourire suffisant. Il pensait sincèrement pouvoir faire tomber une entreprise multinationale avec des tracts et des communiqués. Pathétique. Diana regarda calmement par le hublot, contemplant les nuages. Il restait moins de 3 heures avant l'atterrissage à Miami. Et dans 3 heures, Richard Blackstone comprendrait que Joseph Mamba n'était pas mort pour rien. La soi-disant discussion, avec le chef de la sécurité, avait été enregistrée par des informateurs que Diana avait infiltrés. Les photos du passage à tabac de Joseph, prises par une caméra de surveillance que Richard ne savait même pas exister, étaient bien au chaud dans son sac à main. Et la femme qui l'avait humilié pendant tout le vol n'était pas une mère isolée quelconque, mais l'enquêtrice principale de la plus vaste opération internationale contre les crimes économiques de la décennie. À cet instant, Melissa regarda son téléphone et blêmit. « Richard », murmura-t-elle, « je reçois des alertes bizarres. Il y a des informations sur des enquêtes internationales qui viseraient notre entreprise. » Richard prit son téléphone, fronça les sourcils. « Des rumeurs sans fondement. Tu sais comme nos concurrents aiment lancer de fausses alertes. » Diana installa doucement son fils sur ses genoux. « C'est presque terminé, mon trésor. Papa Joseph va enfin obtenir justice. » À moitié réveillé, l'enfant leva les yeux vers elle. « Maman, est-ce que ce monsieur va aller en prison ?» La question, simple et innocente, résonna dans la cabine. Richard le regarda avec agacement, sans réaliser qu'il venait d'entendre sa propre condamnation, dans la bouche d'un enfant de 5 ans. Dans le cockpit, Tom vérifia les instruments. Il restait 1h40 avant l'atterrissage à Miami. 70 minutes avant que Richard ne comprenne qu'il avait confessé plusieurs crimes internationaux, à celle qui travaillait depuis 3 ans à sa perte. Diana ouvrit doucement son ordinateur portable et montra une photo à son fils, Joseph, souriant, entouré d'enfants congolais. « Oui, mon amour, » murmura-t-elle. « Le méchant va être arrêté. Et tout le monde saura que ton papa était un héros. » C'est à ce moment précis, alors que Richard lançait une nouvelle moquerie contre les militants, que quelque chose changea. Un frisson traversa la cabine. Dans les yeux de Diana brillait une lumière si intense que plusieurs passagers comprirent qu'ils étaient témoins de quelque chose d'exceptionnel. Pas simplement une dispute, pas seulement une vengeance, mais un basculement, un moment historique. La première fissure dans l'arrogance de Richard apparut lorsque le téléphone de Melissa se mit à vibrer frénétiquement. Elle décrocha et devint livide. « Richard, chuchota-t-elle, c'est le siège. Ils disent que des agents fédéraux viennent d'entrer. Ils ont des mandats de perquisition. Ils saisissent tous les ordinateurs, tous les dossiers. » Richard lui arracha le téléphone. « Qu'est-ce que tu racontes ? C'est impossible. » Mais à l'autre bout du fil, la voix affolée du directeur juridique lui coupa le souffle. « Richard, où que tu sois, reviens immédiatement. Des mandats d'arrêt internationaux sont en train d'être délivrés contre toi. Quelque chose au sujet de crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Ils ont des enregistrements, Richard, des enregistrements où tu reconnais ton rôle dans des assassinats. » En quelques secondes, le monde de Richard s'effondra. Il balaya la cabine du regard. Ses yeux se posèrent enfin sur Diana, qui le regardait avec un calme glaçant. « C'est toi ?» murmura-t-il, la réalisation le frappant. « Oui, tu m'as fait parler. » Diana se leva lentement et sortit un porte-documents en cuir de son sac à main. Lorsqu'elle l'ouvrit, les passagers autour purent voir une carte professionnelle. Diana Thompson, enquêtrice principale, Cour pénale internationale, unité des crimes transnationaux des entreprises. « Je m'appelle Diana Thompson », déclara-t-elle d'une voix claire et ferme. « Depuis 3 ans, je dirige l'enquête internationale sur les activités illégales de Blackstone Industries en République démocratique du Congo,
Des opérations qui ont coûté la vie à 23 leaders communautaires, dont Joseph Mamba, 31 ans, père de 2 jeunes enfants. La cabine plongea dans un silence total. Même le bourdonnement des moteurs semblait s'atténuer. Joseph n'était pas seulement une source pour moi, continua Diana, la voix vibrante d'une émotion contenue. C'était mon premier amour. Il consacrait sa vie à protéger sa communauté contre des entreprises prédatrices qui exploitent les ressources par le travail forcé, la dégradation de l'environnement et les assassinats ciblés. Richard tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient. C'est un montage. Vous n'avez aucune preuve, s'exclama-t-il, tentant de reprendre le contrôle. Pour la première fois depuis le début du vol, Diana esquissa un sourire. En réalité, Monsieur Blackstone, dit-elle calmement, au cours des 3 dernières heures, chacun de vos propos a été retransmis en direct à la Cour pénale internationale à La Haye, au FBI et au bureau du procureur général de la République démocratique du Congo. Elle sortit ensuite un petit appareil de son sac. Ce transmetteur, de toute dernière génération, a non seulement enregistré vos aveux concernant les pots de vin versés aux autorités locales, mais surtout votre admission directe d'implication dans l'assassinat de Joseph Mamba. Dans le cockpit, la voix du pilote Tom Mitchell retentit sur l'interphone. Mesdames et messieurs, nous venons d'être informés par les autorités aéroportuaires de Miami que cet avion sera escorté jusqu'à l'atterrissage par des appareils de l'US Air Force. Des agents fédéraux attendront à l'arrivée pour des procédures liées à des crimes internationaux. La nouvelle frappa Richard comme un raz-de-marée. Il se tourna vers Melissa, qui, paniquée, tâchait discrètement d'effacer des fichiers sur son téléphone. « Ça ne servira à rien », dit Diana d'un ton posé. Les serveurs de Blackstone Industries ont été saisis simultanément dans 6 pays il y a 15 minutes. Cela comprend les sauvegardes cloud, les correspondances privées et les registres financiers. Elle sortit un deuxième dossier et l'ouvrit. « Monsieur Blackstone, je vais vous présenter quelques victimes. » Elle montra 23 photos, autant de visages congolais de tous âges. Voici les 23 leaders communautaires assassinés par votre organisation au cours des 5 dernières années. Joseph Mamba est le numéro 14. Chacun avait une famille. Chacun luttait pour protéger sa terre des exploitations minières illégales qui vous ont enrichi de milliards. Les larmes roulèrent sur les joues de Diana, mais sa voix resta ferme. Ils ont été tués parce qu'ils documentaient les violations du droit du travail, la destruction de l'environnement et le recours au travail des enfants sur leurs terres ancestrales. Richard s'écroula dans son siège, son arrogance avait disparu. « Comment avez-vous obtenu tout cela ?» balbutia-t-il. « Pendant 3 ans, j'ai infiltré des informateurs à tous les niveaux de vos opérations, expliqua Diana. Vos propres gardes locaux, des collaborateurs de terrain, certains cadres intermédiaires, tous ont fourni des preuves en échange d'accords de coopération internationale. » Elle présenta un 3e dossier rempli de photographies qui firent pâlir Richard. Capture de caméras de surveillance montrant le passage à tabac fatal de Joseph Mamba, images mettant en scène Marcus Volkov, votre chef de la sécurité, exécutant des ordres provenant directement de votre bureau à New York. Les autres passagers, abasourdis, réalisaient que la femme qu'ils avaient méprisée et humiliée venait, sans bruit, de défaire un empire bâti sur la souffrance et l'exploitation. Diana posa un baiser sur le front de l'enfant, endormi à ses côtés, et murmura. « Ce garçon n'est pas mon fils biologique. C'est le fils de Joseph et d'Amara. Quand Joseph a été assassiné, Amara m'a demandé de l'élever aux États-Unis, loin de la violence. Elle savait que je ferais tout pour que sa mort ne soit pas vaine. » La révélation finale frappa la cabine comme un coup de tonnerre. Diana n'était pas seulement une enquêtrice, elle était la mère adoptive du fils de l'homme qu'on avait tué, et elle protégeait l'héritage de celui qu'elle avait aimé. Richard tenta une dernière défense désespérée. « Vous ne pouvez pas me toucher. J'ai des avocats, des appuis politiques, des ressources que vous n'imaginez même pas. » Diana rit doucement, implacable. « Monsieur Blackstone, pendant que vous achetiez des politiciens et des magistrats locaux, j'ai mobilisé des ressources autrement plus robustes. J'ai monté un dossier en béton avec la coopération de 47 pays, via des traités internationaux. Vos comptes dans 12 paradis fiscaux ont été gelés il y a 20 minutes. Vos biens personnels sont saisis simultanément dans plusieurs pays. Et votre épouse a été informée, elle a d'ores et déjà engagé une procédure de divorce. » La voix de Richard se brisa en un murmure. « Ma famille, mes enfants, ils vont savoir. »« Oui, ils le sauront, » répondit Diana. « Et le monde saura aussi. Un documentaire sur cette affaire sera diffusé simultanément dans 34 pays la semaine prochaine. » Melissa tenta une ultime intervention. « Madame Thompson, peut-être pouvons-nous trouver un arrangement ? Richard pourrait indemniser financièrement les familles. » Mais la situation avait basculé. Les preuves, les témoins, les enregistrements et la diffusion internationale laissaient peu de place aux négociations.
Richard comprit enfin que son règne d'impunité touchait à sa fin.